va pouvoir commencer ces journées et on a l'honneur d'être accueilli en tout cas par l'Université de Bordeaux et un petit mot va être dit par Jörg Schäfer, qui est le directeur du département Sciences de l'environnement de l'Université de Bordeaux. Donc, Jörg. Bonjour à tous, merci Agathe. Merci d'avoir applaudi déjà avant, vous ne savez pas ce qui vous attend, on verra après. J'ai le plaisir de vous accueillir ici au nom de l'Université de Bordeaux et au sein du département de recherche des sciences de l'environnement que je dirige. C'est d'autant plus un grand plaisir que dans l'auditorium, je vois plein de visages qui me sont familiers. Donc ça fait plaisir de vous voir nombreux. Et j'ai quelques mots à dire peut-être sur le département de recherche des sciences de l'environnement, qui est un des plus grands de l'Université de Bordeaux, 1200 personnes, environ 11 laboratoires de tailles différentes, avec des gros calibres comme EPOC, par exemple, dedans aussi. Et c'est donc des laboratoires qui sont sous plein de tutelles différentes. Donc, dans les tutelles à citer, c'est l'Université de Bordeaux, Bordeaux INP, il y a Sylvie qui viendra juste après moi sur ce podium, le CNRS, et il y a pas mal de laboratoires aussi qui sont sous tutelle INRAE. Soit tutelle pure INRAE, soit en co-tutelle avec l'université, le CNRS ou une école d'ingénieurs qu'on a ici qui s'appelle Bordeaux Sciences Agro. Donc déjà, avec ça, vous voyez que c'est thématiquement parlant un paysage assez vaste et on a un grand écart qui peut aller de la génétique de la tomate sur l'océanographie, sur les sciences de la Terre, la chimie de l'environnement et si je continue comme ça, j'ai encore pour un quart d'heure. Donc vous l'aurez compris, c'est très très vaste, mais il y a deux choses là-dedans qui sont peut-être les éléments fédérateurs. Un, c'est la vie, donc les sciences de la vie, parce que ça touche parfois aussi au domaine de la santé. Et l'eau, c'est un autre point assez central là-dedans. L'eau, les thématiques de l'eau très très vastes. Ça peut être la ressource halieutique. Il y a des collègues dans la salle qui s'occupent de ça. Ça peut être la qualité de l'eau. Ça peut être la quantité d'eau disponible. Donc vous allez vous reconnaître aussi là dans ces thématiques, ou la gestion de l'eau. Donc de ce point, les collègues du département sont fortement impliqués nationalement et régionalement dans plein de réseaux, plein de projets qui tournent autour de l'eau ou des thématiques, des risques aussi autour de l'eau, des PPR, des PPR, des grands projets régionaux, des PSGA, donc projets scientifiques de grande ambition régionale, avec de nombreux partenaires nationaux comme le BRGM, il y en a pas mal de représentants dans la salle, des partenaires régionaux, la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi des gestionnaires, l'agence de l'eau, Adour-Garonne, la régie de l'eau qui est également présente dans la salle, et j'en oublie certainement. Tout ça pour vous dire que l'eau joue un rôle très très important. Aussi au sein de l'université, si on change un peu d'échelle, l'université s'est dotée d'un institut de transition. Il y a des représentants dans la salle aussi. Des transitions environnementales et sociétales. Donc pour la partie environnementale et la partie eau, ça concerne tout ce qui est la conception des futurs bâtiments qui sont en train de se planifier, qui sont en train de se concevoir en ce moment-là pour réduire la consommation en eau, pour faire une utilisation un peu plus raisonnée de cette ressource rare. Mais ça peut aller aussi jusqu'à la gestion des cours d'eau et on va dire des corps d'eau, donc des petites mares, des petits lacs qu'on a sur le campus et qui sont jusqu'à présent relativement mal gérés et on a un grand potentiel à améliorer les choses. Et ça donne lieu à des living labs. Donc, il y a un living lab au sein du campus qui a des noms différents, donc campus, eau, biodiversité, mais le mot eau il est clairement affiché. Il y a donc des projets aussi pour que l'université, à son échelle, arrive à montrer ou à établir des démonstrateurs d'une meilleure utilisation des différentes formes de l'eau qu'on a sur le campus. Donc, encore une fois, je suis très content de vous voir ici aussi nombreux. Je suis assez intéressé par certains ateliers. Je vais essayer de participer dans la mesure du possible. Et je vous souhaite beaucoup de discussions fructueuses et plein d'idées pour les projets futurs. Merci pour votre attention.
Merci, c'est à mon tour. Alors, je suis Sylvie Renaud, je ne suis pas encore vice-présidente en charge de la recherche et du transfert à Bordeaux INP, je le serai dans 2 semaines si le directeur général ne change pas d'avis. Bon, on va voir, on va attendre d'ici là. En tout cas, merci pour cette invitation, merci aux organisateurs de nous permettre de présenter Bordeaux INP. Bordeaux INP est un établissement d'enseignement public supérieur de recherche et donc un EPSCP classique, qui est certainement moins connu que l'université, et qui sur le campus rassemble en fait l'ensemble des écoles d'ingénieurs qui dépendent du MESR, donc 6 écoles d'ingénieurs hors Bordeaux Sciences Agro et Arts et Métiers, une prépa intégrée, et notre établissement est co-tutelle de 11 laboratoires, donc 11 UMR de recherche, sur le campus bordelais. Alors c'est un peu à ce titre que je pense nous avons été invités à intervenir, puisque nous sommes en lien en fait avec votre structure de recherche à travers à la fois la recherche, puisque nous sommes co-tutelle du laboratoire EPOC, que je pense la majorité d'entre vous connaît bien, et nous hébergeons aussi l'école NCGID, qui est une école qui se consacre, une école d'ingénieurs qui se consacre, enfin qui forme des ingénieurs sur les géoressources, l'environnement, le développement durable, etc. Voilà. Donc à ce titre-là, en fait, nous sommes aussi en tant que formation d'ingénieurs énormément en lien avec le monde socio-économique, l'industrie, les organismes publics. Et donc à cette intersection entre recherche, formation des ingénieurs, donc des cadres, mais aussi des futurs doctorants, on l'espère pour une partie d'entre eux, et donc industrie, nous sommes très conscients que la thématique que vous abordez émarge en fait sur ce triptyque des acteurs de la société moderne. Alors, je ne suis absolument pas une spécialiste de votre domaine, je suis microélectronicienne, donc je suis dans un domaine qui fait un usage totalement irraisonné de l'eau. On en a très honte, mais on y travaille un petit peu, on essaye de faire de l'électronique un peu verte. Mais je vois quand même toutes les interactions qui sont possibles entre les différentes, par exemple, disciplines que recouvre notre établissement. Donc certes, les disciplines de laboratoire géoressources environnement, mais aussi la physico-chimie. On a des équipes qui travaillent dans des laboratoires qui sont pas dans le même département, mais sur la mécanique des fluides. On a des laboratoires qui travaillent sur la productique des systèmes. Donc on voit toutes ces intersections qui peuvent être faites et on retrouve des mots-clés dans vos activités qui sont assez importantes. L'enseignement est quelque chose d'important pour nous aussi, former les ingénieurs de demain, former les ingénieurs au développement durable, à la gestion de l'eau. Alors Alain Dupuis enseigne déjà à l'NCGID, hein, c'est ça, il y a une journée One Water qui peut-être sera élargie à d'autres spécialités, d'autres écoles. On a dans les tuyaux l'école de physique-chimie, l'ENSMAC, qui par exemple serait très intéressé par ça. Donc ça nous paraît important aussi de former nos jeunes à ces sciences-là en ayant un certain recul et une connaissance de leur environnement. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que vous avez un programme chargé. Bienvenue à Bordeaux, on espère que vous apprécierez l'accueil. Alors, j'ai peut-être la chance d'être la première à vous faire la blague sur Bordeaux, l'eau et le vin, etc. Donc on ne boit pas que de l'eau, etc. Donc je pense que vous l'entendrez 10 fois dans les 3 jours qui viennent, mais si je peux commencer, tant mieux. Si vous le souhaitez, on est à votre disposition pour créer de nouveaux liens. Si vous êtes intéressé par ce qui se fait dans nos laboratoires, dans nos écoles, que ce soit dans le département qui vient de vous être présenté ou dans d'autres départements, les départements d'ingénierie, les départements de mathématiques et informatique. Surtout, il ne faut pas hésiter. Je pense qu'on est nombreux ici à être ouverts à l'interdisciplinaire. C'est vraiment notre tasse de thé. Donc, n'hésitez pas et bienvenue et bonne journée One Water. Merci pour cet accueil. Alors, malheureusement, Alain Rousset n'est pas là tout de suite, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, mais il va nous rejoindre tout à l'heure. Donc, on trouvera un moment pour lui qui est particulièrement investi dans le domaine de l'eau et qui reconnaît la place de la science pour justement venir en appui aux besoins des territoires. Son témoignage et son allocution, on l'attend. Donc tout à l'heure, il sera là pour la partager avec nous.
Alors, au titre des 3 co-directeurs, monsieur le directeur du département de sciences de l'environnement de l'Université de Bordeaux, cher Jörg, madame la presque vice-présidente recherche de Bordeaux INP, chère Sylvie, donc, monsieur le président de la région Nouvelle-Aquitaine, cher Alain Rousset, chère représentante de l'ANR, chère Stéphanie, chers et chers représentants des ministères, ministère de la Recherche et ministère de l'Écologie, et des représentants des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche, du BRGM, l'INRAE, du CNRS et d'universités, chers et chers membres du Conseil scientifique international, du programme One Water, du think tank, du programme One Water et de l'ensemble des partenaires du programme. Chers et chers collègues, chers amis, à vous tous en vos grades et qualités. Ce côté un peu formel est venu par ce lieu. Et c'était important pour nous de marquer cet événement particulièrement important puisqu'il arrive finalement 2 ans après les premières journées du programme national de recherche One Water Eau bien commun et qui s'était déroulé à Lyon du 10 au 12 juillet 2023. Et donc c'est avec un immense plaisir qu'on vous accueille tous aujourd'hui, qu'on se retrouve pour faire le point sur l'avancement des différentes actions qui ont été conduites dans le programme, les partager avec les uns et les autres, ouvrir de nouvelles perspectives et surtout réhabiliter l'eau comme commun et être ensemble pour répondre aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui par rapport aux questions de l'eau. Les enjeux sont absolument criants. Vous avez tous passé un été où les enjeux de chaleur, il fait moins chaud aujourd'hui qu'il n'a fait hier à Bordeaux, et encore moins que quelques jours où on était à plus de 40. Les exacerbations donc de phénomènes extrêmes, des canicules, des sécheresses, des inondations, des questions de pollution de l'eau et des milieux, mais aussi des conflits d'usage. L'ensemble du territoire, à la fois français, métropolitain et ultramarin, mais aussi au-delà de nos frontières à l'échelle européenne et internationale, les enjeux sont particulièrement importants. Il y a une réelle prise de conscience par certains et la volonté d'agir, et un certain déni par d'autres, et la volonté de mettre des bâtons dans les roues pour agir. De l'intérêt collectif à l'intérêt individuel, on peut parfois se poser la question. Et le rôle de la science, là au milieu, est particulièrement important et est incontournable. C'est de notre responsabilité en tant que scientifiques de produire des données robustes, de les rendre accessibles et disponibles, de les rendre compréhensibles pour mieux comprendre et agir sur le terrain. Mieux connaître et faire connaître l'origine des enjeux, des problèmes, leurs impacts sur la santé humaine, sur l'environnement, les sociétés, dans les territoires, est absolument essentiel. Mais ça ne se fait pas tout seul. C'est ensemble, en co-construisant entre scientifiques et acteurs des territoires, parties prenantes, que nous réussirons à déployer, à innover quant aux réponses les mieux adaptées à chacun des contextes, des enjeux locaux et des territoires, et venir en appui aux décideurs, aux gestionnaires, aux techniciens et aux parties prenantes pour finalement répondre à ces enjeux de l'eau aujourd'hui et pour demain. Donc le programme national de recherche One Water Eau bien commun, qui est financé par France 2030, vise à répondre à ces enjeux au bénéfice du territoire français, métropolitain et ultramarin. Il est copiloté par le CNRS, le BRGM et l'INRAE, et avec 10 partenaires dont vous voyez derrière moi les différents logos. C'est un programme national qui est reconnu par l'État à travers le plan eau et comme étant le programme scientifique national sur l'eau. C'est donc une sacrée responsabilité qu'on a et notre mission est d'autant plus grande et elle nous concerne tous. Donc là, je vais donner la parole à Thibaut pour vous présenter davantage les objectifs de ces journées et comment elles ont été construites et finalement comment on vient répondre à cette ambition qui est celle du programme.
Bonjour à toutes et tous. Donc en fait, la première chose déjà, c'est que ces journées, elles ont été organisées avec les co-facilitateurs des projets ciblés, des défis OneWater, et on les remercie pour leur implication, parce qu'on n'aurait pas pu faire ça sans eux. Lors de ces journées, ce que nous allons faire, c'est vous présenter, partager un peu ce qui a été fait. Le programme, il a commencé il y a 3 ans. Il y a un petit peu de délai de mise en place administrative, mais il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. On voudrait les partager avec vous. On va continuer à avancer sur les réflexions et les travaux en cours. On va contribuer au débat autour des questions d'actualité. Comme le rappelait Agathe, cette année a été encore, comme toutes les années finalement, des points de rupture avec une nouvelle réalité dans un contexte de changement climatique. On espère aussi faciliter le dialogue entre les scientifiques et les parties prenantes. Il y a un certain nombre de représentants, de représentantes dans l'Assemblée, on s'en réjouit. Répondre aux attentes, notamment formulées par le secrétariat général pour l'investissement. Approfondir la problématique autour des interfaces entre l'eau, ses milieux et ses usages. Les objectifs du programme OneWater au bien commun, déjà c'est un programme qui est décennal, qui a été financé dans le cadre du PIA 4 par France 2030 à hauteur de 53 millions d'euros. Il est suivi et il est évalué par un jury international. On a eu une évaluation à 3 ans en fin de printemps. Et lors de cette évaluation, on nous a demandé de renforcer les orientations du programme pour pouvoir être à la hauteur des enjeux qui, comme je le disais, se multiplient au niveau sociétal. Au final, notre mandat, il est multiple. Le premier, il est de rassembler les communautés académiques et non académiques autour du domaine de l'eau, de développer des actions de recherche innovantes pour accompagner les transformations socio-économiques, d'améliorer la qualité de vie et la santé des populations, de proposer des solutions d'adaptation qui préservent la biodiversité et les socio-éco-hydrosystèmes, de faire évoluer les pratiques, les représentations et les valeurs de l'eau, mais aussi de replacer la France, ça fait très chargé, mais aussi de replacer la France comme pionnière dans la gestion de l'eau. Vous n'êtes pas sans savoir que la France a été un modèle d'un point de vue gestion, la gestion avec la première loi sur l'eau, la gestion par bassin versant. C'est un modèle qui est un petit peu remis en cause par le changement climatique. Et il y a une envie de vouloir redorer un petit peu le blason de la France en tant que pionnière pour pouvoir montrer comment on s'adapte avec un modèle de gestion aux défis d'aujourd'hui. Et puis de se coordonner, parce qu'on n'est pas seul, en Europe, on n'est pas seul dans le monde, se coordonner avec les efforts internationaux européens, je pense à Water for All, ou internationaux avec les forums mondiaux sur l'eau, par exemple. Pour cela, on a 6 grands défis scientifiques. 6 grands défis scientifiques. Anticipation, empreinte, ils vont vous être représentés tout à l'heure. Je peux les dire. Anticipation, empreinte eau, sentinelle, adaptation et résilience, transition socio-écologique et partage des données. Pour cela, on a différents types d'outils. On a des appels à projets, j'ai pas envie de dire classiques parce que les montants et les modalités ne le sont pas, mais ça reste quand même des appels à projets de recherche innovants. Il y a des projets ciblés, c'est-à-dire des consortiums qui étaient matures au moment du démarrage du programme et qui sont en train de s'agréger de nouvelles forces, de nouveaux territoires grâce à une phase 1 qui est un peu une phase de concertation, d'état de l'art, on va dire, qui a encore lieu actuellement, donc il est encore temps de prendre le train en route. On a des livrables scientifiques et des avancées qu'on mettra à disposition, qui commencent à arriver. On a aussi des appels ouverts, donc on a 6 projets lauréats qui vont vous être présentés tout à l'heure. On a des projets, des actions et des initiatives qui s'inscrivent dans notre démarche OneWater, mais qui sont portés par d'autres acteurs ou par des territoires. Et ce qu'on va annoncer dans les toutes prochaines semaines, c'est une action de labellisation de ces initiatives pour agrandir la communauté. Il y a également un prochain appel à projet qui va avoir lieu en 2026, un appel à projet défi interdéfi comme le premier qui a eu lieu en 2022 pour celles et ceux qui ont participé ou qui ont vu les projets lauréats émerger. Il va y avoir une action spécifique, particulière autour d'une démarche prospective
une anticipation des usages de l'eau. C'est quelque chose qu'on annoncera prochainement qui va avoir lieu au niveau pendant l'automne. Et puis des outils, des actions de formation qui vont être envisagées pour pouvoir diffuser les connaissances et la démarche de OneWater. Je vais laisser la place à Alain pour terminer cette présentation à 3. Merci beaucoup pour ces rappels de ces enjeux, de ces challenges, de ces grands défis. Vous avez compris qu'ils sont d'importance nationale et je sais que vous en êtes tous conscients. Nous partageons tous cette conscience et nous travaillons tous en ce sens. Pour revenir à quelque chose de plus terre à terre, c'est-à-dire les journées qui nous concernent, je vais commencer par énoncer des remerciements. Nous avons été accueillis et nous tenons tout particulièrement à remercier l'Université de Bordeaux, qui est un partenaire du programme OneWater, et nous le remercions pour nous accueillir dans ses locaux et nous donner accès à ces locaux tout au long de ces journées, donc un grand merci. Nous avons également le département des sciences de l'environnement qui a soutenu effectivement ces journées en finançant, donc ça fait partie des règles. Merci beaucoup de l'avoir fait, cher Jörg, pour ce soutien, ton accueil et l'organisation de ces journées. Un merci également à la région Nouvelle-Aquitaine, on y reviendra plus tard, pour tout son soutien qui est historique autour de l'eau et son implication sur ces sujets et tous les sujets qui l'accompagnent, y compris au niveau politique. L'eau de Bordeaux Métropole, merci pour votre soutien, pour votre accueil également par rapport à nos échanges et toutes les actions que vous pouvez développer. Et également un réseau qui me tient aussi à cœur historiquement, le réseau de recherche sur l'eau, le R3 Naiad, qui également a participé à la mise en place de ces journées. Donc à tous ces supports, sponsors, on aurait pu trouver un mot plus français, merci beaucoup. Un merci tout spécifique, et là je prends le temps parce que c'est important, et un tout particulier à Hélène Budzinski et à Adèle Courtade, sans qui ces journées n'auraient pas vu le jour ici à Bordeaux, donc merci à elles deux. Un grand merci également aux co-facilitateurs des défis, aux porteurs de projets ciblés, ainsi qu'à toutes les personnes qui, plus ou moins dans l'ombre, ont contribué à l'organisation et, je n'en doute pas, à la réussite de ces journées. Une fois ces mots de remerciement solennels, mais sincères, très sincères même, prononcés, je vais vous présenter l'organisation des journées. Très sommairement, puisque vous avez accès via le QR code, vous avez accès au déroulé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons poursuivre notre après-midi par une séquence de présentation. Alors, rapide, le modèle de présentation vous a été envoyé de chaque projet qui a été financé dans le cadre du programme. Et chaque projet aura à cœur de nous proposer les avancements de ces travaux afin de les partager. Ensuite, nous aurons, en seconde partie d'après-midi, comme vous pouvez le voir, je pense que c'est la bonne, oui, une conférence internationale. Je remercie Nancy d'avoir accepté de le faire au nom du programme OneWater. Et nous l'écouterons nous parler des problématiques des enjeux de l'eau en milieu urbain aride. Nancy Grimm étant professeure, bien sûr, des universités et également membre de notre conseil scientifique international. Concernant demain, nous allons avoir une journée qui commencera par des tables rondes, ici, dans cette agora, avec des pitchs de jeunes chercheurs, des pitchs de 180 secondes, qui nous présenteront leur contribution au programme. En seconde partie de matinée, nous changerons de lieu, ça nous fera faire un peu d'exercice, nous irons pas très loin dans les salles de l'université, pour cette fois-ci des sessions d'ateliers qui sont organisées par projets ciblés. Et vous avez dû normalement vous inscrire en termes de participation. Ensuite, nous débuterons l'après-midi par une autre table ronde, suivie elle aussi par, tel que c'est écrit ici, 2 séries de sessions d'ateliers, cette fois-ci en parallèle. Sessions ateliers qui sont des ateliers thématiques qui répondent aux défis de OneWater. Donc là, ce sont des thèmes avec des sujets environnementaux et de société. Cette fin de journée relativement riche, pendant laquelle nous allons vous faire travailler, vous allez travailler,
sera clôturée toutefois par un moment festif et de détente, une soirée conviviale qui sera accueillie au cœur de la région Nouvelle-Aquitaine, donc à l'hôtel de région. Pour ce qui est de jeudi, dernière journée de nos journées, nous commencerons par une restitution des ateliers thématiques afin de partager les réflexions, de contribuer de manière collégiale aux défis, ainsi que de participer à la table ronde et les temps d'échange qui suivront. Donc en fait, un temps de maturation, réflexion, collection des résultats. Quant au jeudi après-midi, en fait, c'est le temps que nous avons prévu pour les sorties et visites de terrain. Et là aussi, normalement, vous avez dû émettre des souhaits pour pouvoir participer à ces visites de terrain. En conclusion, et c'est un moment très important, ces journées doivent nous permettre de mieux envisager l'eau comme dans une approche holistique et systémique, condition pour qu'elle soit partagée et réhabilitée comme un commun au bénéfice de tous. C'est, selon nous, une forme de credo par rapport à notre programme One Water. Et nous le disons avec tout le poids de la solennité parce que c'est très très important. Ce qui s'est passé encore cet été nous l'a rappelé. Après cette séquence, mes chers collègues, chers participants, nous vous proposons de passer à la séquence suivante, qui est la séquence de présentation des résultats des différents projets ciblés. Merci donc aux orateurs de venir, à commencer par le PC2. Il n'y aura pas le PC1. Pourquoi? Parce que le PC1 est un projet ciblé dédié au financement d'infrastructures de recherche et donc n'a pas de résultats de recherche à proposer. Par contre, j'invite notre collègue porteur du PC2 à venir nous le présenter. Bonjour à tous. Eh bien, donc j'ai l'honneur de commencer ces présentations donc assez courtes, comme ça a été précisé, pour déjà vous présenter un petit peu les objectifs dans les grandes lignes de chacun de ces projets ciblés, et puis le travail qui a été fait sur ces premières années et comment on voit la suite. Donc le PC2 qui a pour nom court anticipation. Donc son objectif, c'est d'essayer d'améliorer notre connaissance du système hydroclimatique donc dans le passé et également présent, et tout ça pour essayer de mieux anticiper son évolution dans le futur. En termes d'objectifs scientifiques, dans ce PC2, on a identifié 3 principaux objectifs scientifiques qui vont en fait permettre d'organiser le projet ciblé. Donc le premier concerne l'amélioration de notre connaissance de la recherche des nappes, donc par l'observation, et notamment par le développement d'un réseau national de lisimètres, qui sont des gros appareils de mesure qui permettent de mesurer la recharge. Le deuxième objectif scientifique concerne plutôt la connaissance des variabilités hydroclimatiques dans le passé, avec la création l'utilisation, le développement et l'utilisation de réanalyses passées. Et puis le troisième objectif concerne lui plutôt la prévision, et plus précisément comment améliorer la prévision des niveaux de nappe et des débits sur des échelles allant des échelles assez courtes, de la semaine jusqu'à l'échelle saisonnière. Donc Thibaut avait rappelé les 6 défis qui composent le programme One Water. Donc ce PC2 contribue principalement au premier défi, mais en fait il est quand même assez latéral, je pense un petit peu en fait comme tous les PC. Et il est coordonné par Florence Abetz et moi-même. Donc le contexte, pour revenir un petit peu sur ce que j'ai dit juste précédemment, le contexte c'est qu'aujourd'hui on a une compréhension quand même assez limitée de certains processus hydrologiques. Donc j'ai évoqué par exemple la recharge des sols et des nappes, mais également les impacts anthropiques sur le cycle hydrologique. De même, on a de très fortes incertitudes
pour tout ce qui concerne l'anticipation et donc l'évolution l'anticipation de l'évolution à court et moyen terme, et long terme même, du cycle hydrologique. Donc les objectifs, comme j'ai déjà un petit peu dit, c'est de mieux comprendre la dynamique du cycle continental de l'eau, donc avec une approche très processus et physique, de mieux appréhender les impacts anthropiques et les situations extrêmes, donc crues, et sécheresse, et tout ça pour essayer d'améliorer l'anticipation de l'évolution, en particulier, du cycle hydrologique, mais en particulier également de la ressource en eau. Dans le programme, dans ce projet, on a implémenté différents axes pour essayer de répondre à ces objectifs. Donc le premier consiste en la création d'un réseau lysimétrique national avec des lysimètres, essayer de rassembler des lysimètres déjà existants et puis éventuellement développer dans des endroits stratégiques des nouveaux instruments de mesure. Également construire des réanalyses historiques à l'état de l'art. Et puis développer et améliorer des outils de prévision saisonnière jusqu'à l'échelle décennale. Et dans tous ces axes, avec l'idée derrière d'intégrer également les impacts de l'homme sur le cycle hydrologique. Donc en termes de résultats, donc sur ces deux premières années, donc comme ça a été évoqué, ces 2 premières années étaient principalement focalisées sur une première phase d'élargissement à l'ensemble de la communauté intéressée par ces thématiques-là, de recensement un petit peu des outils, des méthodes qui existent déjà. Donc peut-être sur les points de gauche, donc on a essayé d'impliquer l'ensemble de la communauté française lors différents ateliers pour affiner les priorités de recherche qui avaient été définies initialement. Sur la partie lysimétrique, il y a déjà eu un gros travail de recensement des sites lysimétriques existants sur le territoire, avec également qui a débouché sur une demande d'équipement, je ne rentrerai pas dans le détail là, mais qui concerne donc le PC1 qui a été évoqué. Également un recensement des outils de prévision saisonnière et des outils de réanalyse hydroclimatique. Et tout ça pour aller vers les attendus suivants qui sont donc une meilleure compréhension des processus et de leurs interactions, donc des processus du cycle hydrologique, l'amélioration et le développement d'outils de prévision adaptés aux enjeux sociétaux. Donc je cite l'exemple du cache pour ceux qui viendront dans l'atelier PC2 de demain. Vous pourrez voir un petit peu en quoi consiste ce cache. On va essayer de présenter présenter un petit peu ce comité. Un comité d'anticipation suivi hydrologique. Et enfin, dernier attendu principal sera une meilleure prise en compte des impacts anthropiques dans tous nos outils, en particulier les modèles. Donc les impacts anthropiques, dans ce qui concerne le PC2, c'est tout ce qui est ouvrage hydraulique, les prélèvements et puis l'irrigation et voilà, les divers usages de l'eau qui viennent impacter la dynamique du cycle hydrologique. Voilà pour le PC2. Donc c'est un point rapide, hein, mais donc il y a les ateliers, comme ça a été évoqué demain, sur les différents PC. Donc pour ceux qui seront intéressés, évidemment, vous êtes les bienvenus. Et donc je laisse la place pour le PC3. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Sarah Pujalon et je copilote le PC3 avec Sarah Fernandez et Yvan Caballero. Donc c'est moi qui vais présenter ça aujourd'hui. Donc le PC3 dont le nom court est Obswater, ce qui est peut-être pas très clair, et dont le nom long plus clair est dispositif d'observation pour l'analyse des socio-hydrosystèmes dans leur territoire. Donc l'objet central de ce PC3, ce sont les dispositifs d'observation à long terme, donc notamment, mais pas exclusivement, constitués par le réseau OSCAR, donc les observatoires de la zone critique, les zones ateliers, les observatoires au milieu et les plateformes expérimentales ANAE, donc analyse et expérimentation sur les écosystèmes continentaux. L'objectif du projet est de s'appuyer sur ces dispositifs d'observation et d'expérimentation pour répondre à des questions et des enjeux de OneWater. Et donc à ce titre, le projet est en interaction avec l'ensemble des défis du programme. Alors rapidement, le contenu un peu de ce projet. Donc comme je disais, ce projet repose sur une interaction forte avec les dispositifs d'observation et d'expérimentation,
dont certains sont implantés sur le territoire national depuis plusieurs décennies, ce qui constitue un atout très fort pour traiter de questions qui sont en lien avec les changements globaux. Et ces dispositifs d'observation sont aussi caractérisés par une très forte diversité des données qui sont collectées sur des territoires variés. Alors, diversité des données, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va de données biophysiques avec des suivis à long terme jusqu'à des études, par exemple, en sciences humaines et sociales. Donc là aussi, c'est un atout extrêmement fort pour traiter de questions interdisciplinaires, comme c'est l'objectif dans le programme. Donc l'ensemble de ces données et de ces connaissances participent à des enjeux et des questions du programme OneWater. Donc les objectifs plus spécifiques du projet, ça va être tout d'abord de réaliser un état des lieux des connaissances et des données qui sont produites par ces dispositifs. Alors évidemment, il y a l'état des lieux brut, mais il y a aussi la manière dont on peut utiliser ces données pour adresser des questions de recherche qui sont en lien avec les principaux enjeux de OneWater et de ceux des dispositifs. On va toujours avoir dans notre projet ce lien entre OneWater et les dispositifs d'observation. Et puis aussi, ça permettra, cet état des lieux des connaissances produites, de proposer des sites d'expérimentation pour les projets traités dans le programme OneWater. Alors pour ça, donc on a commencé à développer un outil cartographique interactif qui va être un web SIG de ces données et de ces connaissances produites par les dispositifs. Donc il y a des ateliers là-dessus qui vont avoir lieu demain. Je ne sais plus très bien dans quelle phase, mais ce sera dans le programme. On aura également des phases de co-construction de questions de recherche qui vont impliquer la communauté OneWater, mais aussi la communauté des porteurs et des membres de ces dispositifs d'observation, donc avec des ateliers, des séminaires, et puis évidemment une phase de partage, de valorisation des connaissances produites. Alors les résultats attendus, donc on a pris 4 points saillants. Donc la première chose, c'est cet outil cartographique interactif qui constitue une production importante du projet ciblé sur lequel, je disais, on a commencé à travailler. Ça devra découler sur ces nouvelles questions de recherche qui seront portées par des thèses et des post-docs en lien avec ces dispositifs et ces sites d'expérimentation. La mise en œuvre d'expérimentation et d'innovation territorialisée en lien avec ces dispositifs, toujours. Et puis, évidemment, à la fin, une phase de valorisation, et alors évidemment scientifique, mais aussi à destination des acteurs. Le fait de travailler avec ces dispositifs d'observation qui sont impliqués dans des interactions fortes avec les acteurs du territoire rend intéressante la communication et l'interaction en termes de valorisation avec ces acteurs. Voilà, j'ai fini. Je vais laisser. Bonjour à toutes et tous. PC4 empreinte et sentinelle. Donc c'est un PC qui a pour objet de proposer une définition de l'empreinte et des cadres méthodologiques permettant de représenter les sources de l'eau dans toutes ses dimensions, la ressource en eau dans toutes ses dimensions. On en a parlé largement avec nombre d'acteurs et l'empreinte prend des définitions, des caractéristiques fort différentes, qu'on soit dans le domaine académique où on peut penser directement à l'identification de sources de contamination, ou dans des domaines plus de la société où on va s'intéresser à l'impact que peut avoir une production. Et on a de multiples intérêts avec des acteurs très variés. Et c'est ça qu'on souhaite réunir dans une idée qui est pas simplement quelle est ma définition de l'empreinte et qu'est-ce que je peux y apporter, mais une démarche. Et une démarche qui soit construite à la fois avec les acteurs académiques, avec les acteurs de la société, et avec le grand public, que ce qu'in fine on appelle l'empreinte puisse être effectivement intelligible, comme c'est le cas pour l'empreinte carbone. Où est-ce qu'on en est? Dans ce contexte où vous voyez qu'il y a une grande diversité, on a nombre d'interactions et nombre aussi de tensions dans la définition de l'empreinte. On connaît souvent la question de la quantité d'eau. Quelle quantité d'eau est-ce qu'on consomme? Alors on peut y ajouter, y soustraire plutôt, la quantité d'eau qu'on restitue au milieu. Et la question de la qualité, la qualité ça ouvre de nombreux domaines parce qu'on n'a pas juste un indicateur de qualité, mais de nombreux indicateurs de qualité. En plus la qualité c'est pas conservatif, au contraire du volume, donc plus difficile à envisager. Comme je disais tout à l'heure, question de l'empreinte impact et de l'empreinte identification.
Ça, c'est subtilité de la langue française qui nous permet ça. Footprint, fingerprint en anglais. On a aussi d'autres tensions. Je parlais de l'empreinte carbone juste avant. C'est quand même très différent de l'empreinte carbone, notre affaire. Là, on en parlait juste avec mon voisin tout à l'heure, que je connaissais pas, on fait la connaissance. C'est aussi là l'avantage de ces réunions. L'empreinte carbone, le gros avantage, c'est que c'est facile à définir. Mais alors, une fois qu'on passe dans qu'est-ce qu'on en fait, c'est une gouvernance à l'échelle mondiale. L'empreinte eau, elle a cette difficulté que dans la définition, il y a une partie locale, forcément. Il y a un contexte, un bassin versant, on pourrait en parler longuement, des écosystèmes, il y a aussi des contaminants spécifiques. Et c'est comment passer de cette partie spécifique à cette partie générique. Et comment bénéficier de l'aspect spécifique pour aller sur des questions de gouvernance avec le PC7, avec d'autres défis. Comment bénéficier de cet aspect spécifique, cet aspect local de l'empreinte eau. Et c'est ça qu'on souhaite faire dans l'intégration des différentes dimensions sociétales, écologiques, temporelles et spatiales. Je n'ai pas parlé de l'aspect temporel, mais je pourrais en parler. Aujourd'hui, on a telle empreinte. Si on veut que ce soit intéressant, il faut pouvoir prévoir une évolution. Mais une évolution, ce que aujourd'hui j'ai comme contaminants, comme composés dans l'eau, ils peuvent venir de ce qui s'est passé à plusieurs instants dans le temps passé. Comment intégrer ces différents aspects-là? Et c'est bien l'objet de ce projet ciblé, de pouvoir rassembler les communautés. Et c'est ça ce qu'on souhaite faire dans l'implémentation à venir, c'est de pouvoir construire une démarche qui soit l'empreinte eau et qui reconnaisse la diversité des situations, qui reconnaisse aussi les besoins des différents acteurs et qui soit aussi que chacun n'y aille pas de sa définition de l'empreinte. On rencontre, et je pense que c'est tout à fait naturel, des entreprises qui nous disent « Ah, alors moi, j'ai défini mon empreinte, super, est-ce que vous pouvez valider ?» Je pense qu'on est bien dans cette démarche avec les partenaires de pouvoir définir ensemble ce qui sera l'empreinte qu'on souhaite pour demain. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Bonjour à tous. Donc si vous avez bien suivi, je vais vous parler du PC5 Aquatech. Donc l'objet de ce PC5, c'est concevoir une aquatech, c'est-à-dire une borne d'échantillons pour l'archivage à long terme d'eau brute, c'est-à-dire d'eau réelle, ou bien d'empreintes chimiques, biologiques, biochimiques, et de toutes les données liées au point d'échantillonnage. Les objectifs scientifiques de ce projet, c'est réfléchir à la mise en place de méthodes, de procédures pour collecter, archiver, conserver et rendre disponible la totalité de l'information contenue dans un échantillon sur le long terme. Alors ce projet, comme vraiment tous les autres, il est très transverse au sein du projet One Water. Il va s'alimenter de tous les autres des défis, des autres projets ciblés, des projets financés, et il contribue plus spécifiquement au défi 2 empreinte eau et au défi 3 eau sentinelle. Et les deux coordinateurs sont Laurent Simon, qui est ancien chercheur à l'Université Lyon 1, au LENA, et puis moi-même, chercheur CNRS également à Lyon. Alors, dans tous les objectifs du programme One Water, il apparaît indispensable d'être en mesure de collecter et archiver sur le long terme des échantillons d'eau ou bien les données issues de leurs très, très nombreuses et diverses analyses. Conserver sur le long terme ces échantillons ou bien ces données pourront fournir des connaissances sur les changements à long terme des hydrosystèmes et en conserver un état de référence. Ces échantillons et ces données entreraient dans les outils d'évaluation des actions de recherche, de restauration et de politique de gestion et répondront aussi au besoin d'interroger les différentes représentations de l'eau. Donc voilà pour un peu le contexte et les objectifs, le contexte. En termes d'objectifs, c'est avant tout d'explorer la faisabilité d'une banque d'échantillons des milieux aquatiques sous toutes ses formes, intégrant toutes les composantes possibles des milieux aquatiques, et puis identifier les formes que pourrait prendre cette aquatech, de définir un mode de fonctionnement et un modèle économique durable, et proposer un cahier des charges
pour la réalisation d'une aquatech à visée nationale. Alors pour cela, le projet s'implémente en trois phases, ce qui permet dans un premier temps d'analyser les différentes réalisations existantes de banques d'échantillons environnementaux sous la forme d'ateliers, de workshops, d'enquêtes, de questionnaires, en intégrant dans cette analyse les conséquences épistémologiques, patrimoniales, sociétales de telle bancarisation. Tout cela pour proposer dans un deuxième temps des prototypes, donc sous la forme de pilotes de laboratoire, d'essais en laboratoire ou sur le terrain, à partir des solutions qui auront été identifiées, notamment pour l'échantillonnage, la conservation, les différents modèles de gouvernance, les différentes interactions possibles avec la société, et finalement valider les protocoles testés et proposer un cahier des charges pour la réalisation d'une aquatech. Alors dans ce déroulé, où est-ce qu'on en est? Les 2 premières années du projet ont permis de définir finalement 3 modèles différents d'aquatech. Un modèle aquatech, on va dire strictement banque d'échantillons sur les modèles des Environmental Specimen Banks, un modèle plutôt observatoire éco-citoyen des hydrosystèmes continentaux et un modèle plutôt musée des écosystèmes, des hydrosystèmes continentaux. Et donc ces 3 journées à Bordeaux vont permettre de penser à la gouvernance de ces modèles, de les mettre en visibilité, et puis d'imaginer des expérimentations sur le terrain ou au laboratoire pour aller entamer la 2e phase du projet. Alors les résultats et les attendus, ils sont multiples. Alors à ce stade du projet, on est plus encore dans les attendus que dans de réels résultats, même si on a beaucoup avancé. À l'issue du projet, des protocoles, des méthodes, des procédures pour l'échantillonnage, la conservation et l'analyse les plus représentatives possibles de l'état et du fonctionnement des socio-hydrosystèmes seront disponibles, avec des critères d'assurance qualité, des métrologies parfaitement définies. Le projet il aura des retombées socio-culturelles, puisque en intégrant des considérations juridiques, éthiques, sociétales, ce projet permettra d'interroger les différentes représentations de l'eau ou d'un échantillon d'eau. D'un point de vue plus socio-économique, le projet permettra de conserver à long terme un état de référence des hydrosystèmes. La mise en commun de tous les acteurs qui sont très très nombreux liés à cette aquatech représentera une synergie de compétences énorme et facilitera l'accès aux échantillons et aux données pour la société d'une manière générale et puis pour les générations futures, puisqu'un échantillon pourrait être réanalysé, réexploité en fonction des nouvelles méthodes chimiques, physiques, biologiques, statistiques. Et puis finalement, d'un point de vue environnemental et sanitaire, les propositions de stockage qui seront faites permettront de figer au cours du temps les informations et un état, et donc de suivre les changements des socio-hydrosystèmes intervenus au cours du temps pour guider les politiques publiques dans la mise en place d'actions, de nouvelles réglementations, etc. Donc voilà, si vous voulez vous embarquer avec nous, rendez-vous demain dans les différents ateliers liés à cette aquatech. Merci pour le PC. Bonjour à tous. Jérémy Tfadi, je suis ingénieur-chercheur écologue à INRAE et j'ai le plaisir de co-coordonner ce PC6 Solutest avec Christophe Douady, qui lui est chercheur en écologie à l'Université de Lyon 1, et aussi avec un comité de suivi qui est composé des différents partenaires impliqués, qui sont le BRGM, le CNRS, l'Université de Toulouse, l'Université de Montpellier, j'ai oublié de le noter, l'IRD aussi. Et sans qui on ne ferait pas grand-chose. Vous verrez que ça prend tout son sens après. Ce PC s'appelle Solutest pour tester l'efficacité de solutions innovantes pour la durabilité des socio-hydrosystèmes.
Et le principal objectif, c'est de définir et de tester une méthodologie partagée permettant à la fois de choisir et de démontrer l'efficacité de solutions pour promouvoir l'adaptabilité et la durabilité de ces socio-hydrosystèmes. On contribue principalement au défi 4, adaptabilité et résilience, mais bien évidemment, comme l'ensemble des PC, on tâche de développer les interactions avec les autres défis, avec les autres PC, en termes de développement de connaissances, de prise en considération des questions qui se posent, parce qu'elles sont vraiment multiples. Le constat initial, c'est que on a parlé de considérer l'eau comme commun, mais ça implique pas d'avoir tous la même vision des choses. Au contraire, ça implique qu'il y a une multitude de visions, multitude d'enjeux, multitude d'usages de l'eau, et qu'il faut réussir à concilier ces ensembles-là, ou au moins objectiver les choix qui sont faits et les discussions que ça implique. Pour optimiser la gestion de l'eau et des milieux, l'un des principaux freins à la mise en place de différentes solutions potentielles, c'est souvent l'absence de démonstration formelle de leur efficacité pour convaincre de leur implémentation à large échelle. Et puis l'autre difficulté ou l'autre constat de base aussi, c'est que souvent on rencontre des communautés disciplinaires qui sont très complémentaires, mais qui ont tendance à travailler avec les gens qu'ils connaissent sous forme de silos. Et donc on travaille à abolir un petit peu ces barrières et à développer des visions plus intégratives, plus holistiques. Les objectifs sont d'une part de définir, donc de façon interdisciplinaire, développer cette multidisciplinarité pour développer un cadre intégratif de choix des options. Donc objectiver les choix, aller expliquer pourquoi est-ce qu'on favorise tel enjeu par rapport à tel autre dans tel territoire. Et puis on veut définir aussi un cadre partagé de démonstration de l'efficacité et puis de test. Et puis enfin, tester à la fois un certain nombre de solutions et tester le cadre qu'on aura développé pour voir si effectivement c'est pertinent, si ça apporte des choses. En termes d'implémentation, on a un projet qui se développe en 3 phases. Une analyse de l'existant en termes du paysage actuel, des solutions qui sont existantes, déjà développées ou en développement, qui pourraient faire l'objet de tests. Et ça, on construit ça au sein de groupes de travail et puis de séminaires interdisciplinaires. On cherche à développer une série de critères pour le choix et pour le suivi. Et puis, dans un futur proche, quand on passera en phase 2, ça va être de choisir des options à tester. Quelles sont les opportunités territoriales? Où est-ce qu'on peut développer ces tests? Comment les mettre? Comment les réaliser? Et puis enfin, aller jusqu'à l'implémentation et le test, donc la mise en place des solutions, qui implique d'accepter des changements pour voir ce que ça provoque sur les systèmes, et puis suivre ces changements. Jusqu'à présent, alors la partie de gauche va être plutôt ce qu'on a fait jusqu'à présent, et puis la partie de droite, ce qu'on cherche à développer. Jusque-là, par nos séminaires interdisciplinaires, on a mené une review et une stabilisation. On s'est un peu tous confrontés, sortis de nos zones de confort pour aller se mettre d'accord sur les notions d'adaptation, de durabilité au sein des socio-hydrosystèmes, qu'est-ce qu'on considère dans les socio-hydrosystèmes, et puis quelles sont les différentes options qu'on connaît ou qui pourraient être encore développées. Ça nous a permis aussi de développer une grille de critères plus intégratifs pour mener les opérations de choix d'options potentielles et de solutions à développer. Et puis, on est en train de parachever une grille de critères multiscalaires pour le suivi et la démonstration de l'efficacité des solutions qui seront testées dans un second temps. Enfin, ce qui nous reste à faire, ou les attendus, ça va être l'identification des différentes options pour faire solution et des territoires supports sur lesquels on va pouvoir les développer. Donc ça se fait notamment en lien avec le PC3 qui a été présenté précédemment. Et puis la mise en place des conditions nécessaires, de quoi on a besoin pour assurer ce suivi, quel est l'existant, à quoi est-ce qu'on va pouvoir comparer les futurs en fait des territoires qu'on va étudier. Et puis réaliser toute cette phase d'implémentation et de suivi des solutions et de mise à l'épreuve de notre cadre de démonstration partagé en interdisciplinaire. Voilà, merci à tous.
Bonjour tout le monde, donc Gunnar Limfeld, j'ai le plaisir de copiloter le PC7 Gouvernance avec Catherine Baron et Olivier Barreto. Le PC7 Gouvernance a pour objet d'aller vers de nouveaux modèles de gouvernance de l'eau comme commun. Son objectif est d'élaborer de nouveaux modèles de gouvernance adaptative et inclusive, donc qui s'élargit également aux non-humains, mais qui inclut aussi des composantes humaines non académiques et actuellement encore peu expérimentées et incluses dans des modes de gouvernance nouveaux, à l'échelle du territoire ou à l'échelle des territoires, et proposer également des outils pour cette gouvernance. Donc c'est au niveau conceptuel, mais aussi comment outiller la gouvernance en tant que telle. Le projet ciblé 7, il contribue en fait principalement au défi 5, qui est un défi transverse sur les transitions socio-écologiques. Cette transversalité, on va pouvoir l'expérimenter tout au long de ces 3 jours avec différents ateliers, des ateliers à l'interface entre PC7 et PC4 sur l'empreinte eau remise au sein des territoires en lien avec la gouvernance, mais aussi sur la question des terrains d'expérimentation entre PC3, PC6 et PC7. Et puis, il y aura une belle table ronde aussi sur la question des gouvernances dans les solutions et peut-être aussi des solutions dans la gouvernance. Le contexte du projet ciblé est que les gouvernances sont très en lien avec les incertitudes liées au changement global. Se pose la question de l'adaptabilité de ces gouvernances, de leur agilité. Des limites aussi des modèles actuels de gouvernance, les fragmentations institutionnelles, les questions d'inclusivité aussi de ces modèles qui souvent posent question, la multiplicité de conceptions des communs, Jérémy en a parlé un petit peu avant, qu'elles soient institutionnelles, sociopolitiques ou éco-centrées. Ce qu'on entend en fait par commun au sein même de notre projet relève des valeurs qui sont très différentes possiblement et qui méritent en fait le débat, sans forcément qu'on puisse toujours s'y accorder, mais c'est un débat extrêmement enrichissant qu'on tente de mener depuis maintenant 3 ans dans le PC7. Et puis l'interdépendance de méthodes scientifiques, institutionnelles, mais aussi non académiques, citoyennes, qui souvent s'ignorent. Comment est-ce qu'on les combine? Comment est-ce qu'on arrive à créer les ponts entre ces méthodes? Donc notre objectif est de créer une communauté épistémique de l'eau comme commun sur la gouvernance en particulier. L'idée de créer cette communauté épistémique, c'est le projet en tant que tel. C'est de coproduire aussi des modèles adaptatifs et inclusifs de gouvernance de l'eau comme commun. Donc on pourra en discuter plus en détail lors de l'atelier dédié au PC7 en tant que tel, comment cette coproduction a lieu. Et puis, l'idée, c'est d'aller vers la coproduction de trajectoires d'adaptation pour une évolution soutenable des socio-hydrosystèmes. Donc, cette notion de trajectoire est aussi très importante en incluant cette composante de gouvernance. L'implémentation en phase 1, exploratoire, inclusive, également se fait à travers des ateliers de partage, de conception de concepts, d'outils, de méthodes, et puis un ancrage à chaque fois sur le terrain. La phase 2, et je dirais ça commence avec ces journées One Water, on cherche là maintenant à atterrir sur des terrains communs, sur lesquels on peut partager nos outils. Il y aura aussi cette session avec Terra Nova, le lien avec les capteurs, qui sont en aucun cas antinomiques avec cette question de gouvernance, au contraire. Et j'espère bien qu'on pourra aussi aborder cette question. Vous avez ici une idiographie, une artiste, Anne Guérin, lors de notre premier atelier à Rennes, qui synthétise les grands moments, les mots-clés, le retour des témoins à la fin de cet atelier. Vous pouvez voir les composants de transdisciplinarité, transversalité, comment ils peuvent être agencés pour définir l'eau comme commun en termes de gouvernance. Les résultats attendus sont des concepts, des protocoles, des outils pour accompagner et équiper l'évolution des politiques publiques afin d'envisager l'eau comme commun et donc de faciliter, d'appuyer la co-conception d'infrastructures et d'institutions pertinentes. La mise en place de cette communauté PC7, actuellement 50 personnes actives avec différents débats ouverts. Un grand résultat, c'est également les postdocs en cours, avec un postdoc sur les cadres d'analyse de l'eau comme commun, à partir de la littérature et d'analyse de cas.
Les modes de gouvernance de l'eau élargis aux non-humains, et puis les outils et dispositifs pour équiper une gouvernance adaptative de l'eau en commun. Donc ces postdocs feront des pitchs demain et ils sont également présents. Et puis à chaque fois, en sortie des ateliers, on a aussi eu des productions, et puis en fait ça se passe surtout en amont, c'est tout un enchaînement avec l'atelier 1 qui aboutit finalement à un cadre réflexif qui sera aussi présenté lors de cet atelier spécifique PC7, un cadre réflexif sur cette communauté de l'eau comme commun. L'atelier récent à Strasbourg, ce printemps, quelle gouvernance de l'eau comme commun intégrant les non-humains, aboutit à 2 articles collectifs qui sont en cours de rédaction, dont un qui vient d'être soumis, qu'on pourra peut-être également partager. Et puis l'atelier 3 à Montpellier, il s'agira là de mettre en place, de réfléchir à des outils, des dispositifs et des protocoles pour une gouvernance de l'eau comme commun. Donc l'enjeu pour nous, ici, c'est de travailler sur l'étude de territoires d'expérimentation commune pour une gouvernance de l'eau comme commun, avec ces outils, ces protocoles qui doivent être spécifiés, de tester également ces protocoles de gouvernance co-construits avec les acteurs du territoire, et puis de tendre et de regarder comment on peut aller ensemble vers des trajectoires d'adaptation pour des évolutions et des gouvernances viables des socio-hydrosystèmes. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle Brault et je fais cette présentation au nom de Sylvain Grelet, BRGM, et Hervé Squividan, qui sont les coordinateurs de ce PC8 One Water Data, dont l'objet, en fait, c'est le partage, l'accessibilité et la compréhension des données sur l'eau et les socio-écosystèmes. Et donc, l'objectif scientifique de ce PC, c'est vraiment de permettre à la communauté qui travaille sur l'eau en France de pouvoir trouver, accéder, réutiliser et partager les données selon les principes FAIR. Et donc, ce PC6 contribue au déficit sur les partages des données, mais évidemment est lié et transverse à tous les autres. Donc, le contexte dans lequel on se place, c'est que pour travailler en fait sur l'eau, répondre à toutes les questions qui ont été évoquées jusqu'à présent, on a besoin de nombreuses données, de nombreux codes qui sont nécessaires, mais aussi créés dans les différents PEPR, en utilisant différentes sémantiques, chacun un petit peu son vocabulaire, ses méthodes, ses techniques. L'autre élément de contexte, c'est ces principes FAIR pour partager les données. Et puis, sur les données, il existe aussi un certain nombre de standards internationaux et d'outils déjà existants qui permettent, qui existent, mais qu'on peut aussi améliorer pour qu'ils répondent encore mieux à nos besoins. Et donc, les objectifs que se donne ce PC8, c'est d'être là en appui à la communauté pour rendre les données et les codes FAIR, et puis justement de reprendre un peu dans ce contexte tout ce qui existe en termes de standards, d'éléments qui existent déjà, et de les assembler de manière pertinente pour l'ensemble de la communauté. Et puis dans ce PC8, il y a aussi un grand volet formation et mise à disposition d'outils pour la communauté. Donc, en termes d'implémentation, ce qui a déjà été commencé, c'est tout un premier travail sur les données avec la définition de qu'est-ce que c'est le FAIR pour One Water, parce que FAIR, ce sont un certain nombre de principes, mais là, on a essayé de les décliner de manière spécifique. Et il y a eu déjà des premiers travaux pour rendre FAIR un certain nombre de données publiques, comme les données de la Banque Hydro sur les débits ou certaines données de Météo France. Il y a aussi une réflexion qui a été entamée sur qu'est-ce que va être cette plateforme One Water de partage des données et des codes, avec une définition de l'architecture et un premier début de mise en place. Et puis, concernant les codes, aussi a été lancé un premier prototypage, on va dire, de portage de code existants dans la plateforme. Donc, quels sont les résultats et les attendus?
c'est de créer justement cette communauté eau qui soit FAIR et que l'usage de données et de codes FAIR, ça devienne, je dirais, une pratique courante dans ce PEPR. Pour cela, sont mis en place un certain nombre d'outils et de formations. Et l'idée aussi derrière l'usage de codes et de données FAIR, c'est de réduire tout un tas de temps cachés, notamment à chercher des données, à les remettre en forme, à regarder qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans, est-ce que ça correspond bien à ce que je veux. Donc pour ça, on met en place un certain nombre d'outils et de formations, s'appuyant sur les standards internationaux pour ne pas réinventer des choses qui après ne pourraient pas être partagées avec d'autres. Et puis ce travail ne se fait pas dans notre cocon franco-français, mais en lien aussi avec d'autres projets internationaux, notamment Water for All, mais aussi à l'international avec le WMO, etc. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir demain dans notre atelier. Merci. On va donc faire une incise par rapport à notre déroulé et nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir, et je donne la parole au président Alain Rousset de la région Nouvelle-Aquitaine dès l'instant. Voici, Monsieur le Président. Bien, bonjour à toutes et à tous. Mon cher Alain, merci. Je sais qu'on te doit cette grande conférence. Ici, un peu, quand même. Bon, il ne nous a pas complètement abandonnés avec ses nouvelles fonctions, mais... Voilà, je vais m'exprimer, pas simplement en tant que président de la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi en tant que président du comité de bassin Adour-Garonne. J'ai quand même été surpris par le slide tout à l'heure sur le problème de la gouvernance de l'eau. On est l'unique pays, enfin pas l'unique pays puisque ça a été repris, à avoir une gouvernance de l'eau à travers à la fois une assemblée plurielle et des agences de bassin. Le gouvernement essaye aujourd'hui de nous faire les poches et de limiter nos actions, puisqu'il y aura un prélèvement sur la trésorerie. En gros, c'est 2 milliards d'euros au niveau national. C'est une attention, avec leurs différences, à tous les territoires. Le reste, les 18 autres milliards, ce sont les collectivités locales. L'État ne met pas un rond sur l'eau, sauf le financement des chercheurs que vous êtes. Donc, il y a une gouvernance. Et alors qu'aujourd'hui, certains, dans les parlements, veulent la remettre en cause, prenez cela en compte, s'il vous plaît. Je peux vous assurer que les débats que je préside dans le comité de bassin Adour-Garonne, qui compose le plus grand bassin hydrographique de France, qui est le plus tabassé d'ailleurs par le réchauffement climatique, ce sont des débats extrêmement intéressants. Il y a les associations environnementales, les élus, l'État et les agriculteurs et les industriels. Et la prise de conscience qui est essentielle sur le problème de l'eau, le risque qu'on vit déjà aujourd'hui d'une pénurie accentuée, le risque vital, est pris en compte. Mais comment peut-on aborder de notre côté, du côté d'une autorité publique, ce problème de l'eau? Il fait l'objet au niveau de Paris, on le voit, d'un reflux manifeste sur
la notion de, non pas de réserve, le mot peut être pluriel. La première réserve en nous, ce sont les zones humides. Puisque prélever l'eau, pour l'agglomération bordelaise par exemple, c'est la prélever dans les eaux souterraines. Nous avons la chance d'avoir, au niveau de la Gironde et des Landes, des ressources qui permettent d'eau de surface. Après avoir arrêté les prélèvements dans les eaux paléolithiques, quasiment, c'est ce qui s'est passé il y a 30 ou 40 ans, que nous avons arrêté. Et aujourd'hui, il y a ce défi. Aujourd'hui, sur le bassin Loire-Garonne, on a 220 millions de déficits dans les périodes d'étiage. 220 millions de déficits. On prévoit 1,2 milliard en 2050. Donc ce défi est gigantesque. Mais ce n'est qu'un défi quantitatif. Le défi de la qualité de l'eau est tout aussi important. Sur l'exemple de Poitiers, il faut changer les charbons actifs dans les unités de traitement de l'eau tous les 3 mois, alors qu'un charbon actif est censé être utile pendant 3 ans. Dans le Gers, tous les 6 mois, nous avons fermé 1/3 des zones de captage d'eau potable. En 2022, pendant la période de grande sécheresse, il y avait 40% des ruisseaux qui étaient à sec. Aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, les bergers des Pyrénées, par manque d'eau et manque de fourrage, d'herbe, descendent leurs troupeaux en plaine. La montagne n'a plus ou presque de neige. Comment fait-on pour garder l'eau? Comment fait-on pour réinventer le cycle long de l'eau? Notamment dans les châteaux d'eau que sont le Massif central ou les Pyrénées. Ce défi est gigantesque et il est vital. J'ai une réunion à la fin de la semaine avec un célèbre syndicat agricole et on va parler d'irrigation. Mais on ne peut plus parler d'irrigation et l'agriculture a besoin d'eau. Que ce soit le maraîcher bio ou que ce soit un éleveur ou les grandes cultures. Donc comment est-on capable de défendre l'eau et sa qualité? Comment est-on capable de développer des démonstrateurs sur le territoire? C'est ce que nous essayons de faire. J'ai passé commande de 2 territoires expérimentaux, l'un sur la Charente, qui a de grosses difficultés d'eau parce qu'il y a eu trop de drainage, parce que le lit s'est approfondi, parce que pendant 40 ans, on a voulu, dans les forêts et dans l'agriculture, sortir l'eau, faire des fossés qui sont devenus de véritables rivières. Et en 2022, quand il y a eu les grands incendies de Gironde et des Landes, notamment de Gironde, 1 mètre en dessous des pins, le sol était de l'étoupe. Le feu s'est enfoncé. Il a brûlé jusqu'au début de cette année, jusqu'aux lignes de lignite, dans un village qui s'appelle Ostens. Donc le problème est dramatique. Est-ce que la conscience politique est là? Malheureusement non. Malheureusement non. Et en même temps, si l'on veut éviter une guerre de l'eau, à la fois sur le plan de sa qualité et sur le plan de sa quantité, il faut qu'on invente
D'abord une nouvelle agronomie, parce que certains sols qui sont plus travaillés par un assolement, et l'INRA pourrait nous le dire mieux que moi, sont des sols qui retiennent mieux l'eau, par la défense des zones humides, et je circule beaucoup en montagne l'été. Comment défendre les zones humides en montagne, en dehors des petits lacs ou des grands lacs de barrages qui peuvent exister? Il y a des curiosités très concrètes. Les bêtes, quand elles sont en estive, avec parfois des chaleurs de 32 degrés à 2000 mètres, se réfugient sur les zones humides, les piétinent, les imperméabilisent. Comment expliquer, et nous le faisons avec le parc national des Pyrénées, qu'il faut protéger ces zones humides? Comment essayer de réenchanter d'une certaine manière la transition climatique, environnementale, écologique, agricole? J'étais avec Gilles Boeuf, que vous connaissez tous et toutes, ce matin. Il rappelait que ce n'est pas la transition climatique ou environnementale ou écologique qui est une punition, c'est le réchauffement climatique. Et donc, il y a des actions à mener. Je prendrai l'exemple d'un village de Charente qui s'appelle Barbezieux, que l'on a accompagné au niveau de l'agence de l'eau pour changer les modes de culture dans une zone de captage. Le maïs a été remplacé par de l'élevage. Quand on analyse l'eau de 30 ans et quand on analyse l'eau de 3 ans, ce que vous savez faire, on s'aperçoit qu'on a divisé par 2 la quantité de nitrates. Donc, il y a des possibilités, mais le risque de disparition de l'élevage est aussi un vrai défi. Et nous sommes là devant des injonctions contradictoires. Essayez d'embarquer le monde agricole à la fois dans la sobriété et dans des transitions sur les modes de culture, dans l'arrêt d'un certain nombre de produits. La pétition contre la loi du plomb a été une bonne nouvelle. Pour moi, pour nous tous, je suppose. Mais en même temps, il faut offrir des solutions aux agriculteurs. Il faut que la politique agricole commune change. Qu'elle accompagne les agriculteurs vers des solutions environnementales, qu'on prenne en charge, d'une certaine manière, le risque de baisse des revenus. Un de vos collègues chercheurs, je ne sais pas s'il est là, de Chizé, a démontré avec une zone atelier avec 400 agriculteurs que leurs revenus ne changeaient pas en développant la culture sous couvert végétal, en n'utilisant pas ou beaucoup moins les différents produits. Certes, la productivité ou le rendement diminuait légèrement, mais le revenu, avec la baisse de l'utilisation des phytosanitaires, était stabilisé. On a un travail gigantesque à faire, qu'on a regroupé en Nouvelle-Aquitaine avec un cluster d'entreprises, de chercheurs, de start-up sur des produits de biosolutions alternatifs aux pesticides issus de synthèse fossile. On arrive aujourd'hui, ça se passe dans une ferme de Charente, à avoir un laboratoire qui diminue le stress hydrique. Et en diminuant le stress hydrique, on diminue la maladie des plantes. Et on permet de sauvegarder toute la biodiversité qu'il y a derrière. Donc, nous avons des défis énormes. Il y a
petite entreprise de Limoges qui développe un système de filtration fait de compression d'écorce et de lin, qui récupère jusqu'à 98% des métaux. Et le problème de la santé s'est inséré dans ce débat. Les arrêts de Nestlé, les arrêts d'un certain nombre de productions d'eau potable, même si certains veulent faire changer le curseur, sont une épée de Damoclès qui pèse sur les responsables qui se défilent devant ces choix et ces investissements. La Suisse, me dit-on, depuis plus de 40 ans, a développé des systèmes de modernisation de ces structures de traitement. J'ai vu que vous alliez travailler sur le système de la reuse, même si aujourd'hui c'est à des prix incroyables. Mais en tout cas, les solutions fondées sur la nature doivent être développées et il faut accompagner les partenaires qui se développent. J'ai moins de soucis pour le monde industriel. J'ai inauguré il y a quelques semaines, avant le mois d'août, une usine qui fabrique des produits vétérinaires et qui s'est conçue comme étant un écosystème réutilisant l'eau, n'ayant pas besoin de chauffage, développant l'énergie solaire. Et le monde de l'entreprise est, je pense, allant, et il faut qu'on l'accompagne vers ce sens-là. Alors que faisons-nous, nous, en région Nouvelle-Aquitaine? On a lancé, à l'initiative de Gérard Blanchard et de Françoise Janson, un programme qu'on appelle PS-Gare pour, je sais plus, ces sigles, c'est chiant, de grande ambition régionale sur l'eau, qui est animé par monsieur, pas Lewandowski parce que c'est un autre. Comment? Bon, elle l'a dit. Il est peut-être là d'ailleurs. Où il est? Il peut lever la main, comme ça je... Ah, bravo, on se met derrière alors qu'on a un grand programme régional. Voilà. Et je sais que Hélène Budzenski est aussi responsable d'un de vos chantiers. Une des batailles que, par définition, en politique même régionale, on essaye de mener, c'est aussi que notre vocabulaire parle à tout le monde. Si vous voulez que l'eau soit un bien commun, il faut que vous me changiez One Water. Ça devient insupportable. Je suis désolé, hein. C'est plus important que vous ne l'imaginez. Tout le monde a à peu près fait de l'anglais, mais par exemple, nous avons lancé avec Gilles Boeuf et d'autres un programme sur une seule santé. On fait attention à ne pas dire One Health à tous les détours de phrases. Il y a et encore une fois, je pense qu'on peut réenchanter le discours écologique et environnemental et avoir un accueil beaucoup plus performant de vos travaux, des travaux des scientifiques dans ce domaine, comme dans d'autres, même si l'eau est sûrement le point d'entrée de la politique environnementale. D'abord parce que l'eau est un milieu vivant. Je ne sais pas si certains d'entre vous le sont, moi je suis pêcheur à la truite. Voir un ruisseau à sec, ne plus voir de truite, c'est pour moi insupportable. Il y a une biodiversité dans l'eau. Rappelons-le, il n'y a pas que les oiseaux, les lombrics ou autres, il y a aussi une vie dans l'eau. Et amener des ruisseaux à sec, c'est supprimer cette vie. Donc il y a
il y a un effort de réenchantement. Cet effort de réenchantement, je l'évoque avec les bergers des Pyrénées. Quand un berger des Pyrénées n'a plus d'eau à faire boire à ses bêtes, il descend. Et il fait rouler l'eau en bas pour... quand je dis ça, c'est des cas que je connais. Faire rejaillir des sources. Nous avons par exemple, sur un affluent de la Charente, relevé le niveau de cet affluent. Immédiatement, 3 heures après, les piézomètres dans les prés situés le long de ce ruisseau mesuraient la remontée de la nappe. Immédiatement, quelques heures après, les sources rejaillissaient. Faire rejaillir une source, quoi de plus beau? Et donc, il faut qu'on explique aux agriculteurs que l'eau, l'absence de gaspillage de l'eau, l'utilisation de l'eau, mais sans produits risqués pour la nature humaine et pour tout le monde, c'est aussi une des plus belles batailles à mener. Donc voilà, vous avez une des plus belles batailles à mener. Merci de mobiliser les troupes qui sont autour de vous, mais surtout, faites en sorte que les Français puissent vous comprendre. Merci beaucoup. Après ce mot plein de richesse, de réflexion et de stratégie et de politique, bien entendu, on n'entendait pas moins. On va revenir à notre déroulement et maintenant j'appelle le projet d'Isaac à venir nous présenter. Donc merci, donc c'est très à propos juste après cette intervention parce que notre projet est dédié à la durabilité et l'exploitabilité des eaux souterraines et nappes captives, donc très à propos pour la région où nous sommes, pour la région de Bordeaux. Donc l'objectif scientifique du projet d'Isaac, c'est de co-construire des méthodes, outils et indicateurs pour l'exploitation raisonnée des aquifères captifs en France et basée sur un certain nombre d'indicateurs et de proxys. Et nous avons un consortium interdisciplinaire pour mener à bien cet objectif. Donc le projet d'Isaac contribue principalement à 3 défis. Le défi 1, le défi 3 et le défi 6 qui est transversal. J'ai le plaisir aussi de coordonner ce projet avec ma collègue du BRGM d'Orléans qui est Julie Lyons. Alors le contexte du projet, c'est d'une part de s'intéresser à des bassins sédimentaires et en particulier à l'eau souterraine que ces bassins renferment à plus grande profondeur que les nappes libres, les nappes qui sont les plus exploitées en France. Et ces nappes captives sont encore peu exploitées. Il y a 6,1% des AEP qui concernent les nappes captives. Il y en a plus parce que certains ouvrages, il y en a un peu plus de 31%, qui sont qualifiés de libres et captives. On ne sait pas très bien quelles sont les propriétés de leur couverture. Néanmoins, ces nappes captives sont plus profondes, parfois avec des eaux plus anciennes, et aussi avec des éléments chimiques indésirables, avec un déficit de connaissances. Donc, évidemment, il y a un déficit de connaissances qui veut dire qu'on a un manque d'outils et de méthodes généralisées pour la gestion durable de ces entités. Donc, l'objectif du projet d'Isaac, c'est de produire des nouvelles connaissances sur ces nappes captives. Alors, les nappes captives plus des nappes sous couverture sédimentaire semi-perméables ou imperméables, fournir des indicateurs qualitatifs, quantitatifs, pertinents et des seuils génériques de gestion. On souhaite aussi, alors c'est quelque chose qu'on commence à faire, à créer des conditions d'un dialogue constructif et ouvert entre la science et les gestionnaires dans les territoires, parce que dans notre projet, en fait, on a 4 aquifères démonstrateurs. C'est pas les seuls que nous regardons, mais on en a 4. Un qui est dans le bassin de Paris, qui est l'aquifère des calcaires de Beauce. On en a 2 dans la région Adour-Garonne, et on en a un autre dans le bassin du Sud-Est. Donc, on essaye de couvrir un petit peu une variété de climats en France. Donc l'objectif, l'implémentation du projet, c'est
d'apporter des nouvelles connaissances sur ces 4 aquifères démonstrateurs dans le but d'établir des modèles conceptuels de fonctionnement, ce qui est assez classique en hydrogéologie, mais pour aller vers un modèle générique et avec pratiquement une sorte de boîte à outils utilisable, on l'espère, par les gestionnaires à la fin du projet. On a aussi tout un travail qui est mené alors ça rejoint le PC2, c'est le lien entre les données hydroclimatiques et piézométriques des nappes captives, ceci avec les outils de l'intelligence artificielle, des approches source to sink et les éléments traces indésirables, j'en donnerai des exemples tout à l'heure. Il y a tout un travail d'exploration microbiologique, du contenu microbiologique des nappes captives, que ça soit des traces d'ADN et puis d'autres traces de vie qu'il peut y avoir dans les eaux souterraines. Et enfin, l'implémentation aussi du projet, c'est la constitution d'une communauté de pratiques pour la co-construction des indicateurs, et ceci qui va se faire et qui a commencé à se faire par l'intermédiaire de webinaires et d'ateliers de réflexion prospectifs que nous allons faire entre 2025 et 2026. Et puis, il y a les aspects aussi pédagogiques, parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait souvent, de la part du grand public, et que ça peut être les scolaires, mais c'est aussi le grand public en général, un certain nombre d'informations qui sont assez erronées autour des eaux souterraines, des nappes. Et on souhaite donc travailler aussi, on a commencé à le faire, sur des nouveaux outils pédagogiques, de communication autour des eaux souterraines, et en particulier les nappes captives, celles qui nous intéressent. Et il y a eu aussi une enquête menée sur la perception de l'utilisation des eaux souterraines. Donc, résultat est attendu. Donc, pour l'instant, nous sommes en train de collecter des nouvelles données géochimiques et microbiologiques sur 4 aquifères démonstrateurs dont j'ai parlé précédemment, afin d'en dégager les traceurs pertinents, donc des traceurs géochimiques, biologiques et isotopiques et chimiques. Ceci couplé à de l'information venant des bases de données, parce qu'il y a énormément de données qui existent évidemment sur les nappes captives, mais aussi dans la biblio. L'idée, c'est de faire des simulations, elles ont déjà commencé, sur la propagation des informations hydrométéorologiques dans les nappes captives, à la fois regarder le passé, le présent et faire des projections dans le futur, dans des conditions naturelles, mais aussi sous les effets des pompages. On va produire, et ça aussi c'est un travail qui est déjà commencé, faire une synthèse en fait déjà de ces modèles conceptuels, on en a déjà une idée quand même, mais aussi l'idée c'est de produire un modèle générique du fonctionnement des nappes captives à usage des gestionnaires. Enfin, la définition des indicateurs appropriés pour les aspects plutôt qualitatifs des eaux. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va commencer à faire sur l'année 2025 et l'année prochaine, 2026, donc y compris la microbiologie. Et l'idée, c'est de travailler sur certains éléments traces comme le sélénium, l'uranium, le fluor, l'arsenic, et il y en aura d'autres. Le dialogue scientifique-gestionnaire, j'en ai dit tout à l'heure quelques mots, donc c'est la co-construction des méthodes, les outils, ça c'est vraiment le cœur du projet. Donc ça a commencé par un benchmarking de tous les modes de gestion qui peuvent exister en France et ailleurs sur la gestion des nappes captives, mais voir un petit peu les spécificités de la France par rapport à ces systèmes qu'on a pu aussi voir à l'étranger. Donc il y a eu une restitution sur la forme d'un webinaire, et il y en aura d'autres sur l'année 2025, avec sur 2026 un atelier de réflexion collective. Une enquête sur les eaux souterraines et les risques associés, et la création de matériel éducatif, donc du scolaire jusqu'au grand public, et puis on espère arriver jusqu'à la création d'un jeu. Merci pour votre attention. Bonjour, du coup on va vous parler un petit peu de vie aussi dans les eaux. Donc le projet ALICO, qui s'intéresse aux acides nucléiques environnementaux comme des sentinelles du fonctionnement des hydrosystèmes. Donc acides nucléiques environnementaux, probablement vous avez déjà plutôt entendu parler d'ADN environnemental ou d'ARN environnemental. Donc c'est tout ce type de molécules qu'on va retrouver directement dans un échantillon et où on va complètement ignorer les organismes. On ne va pas les ignorer, on va juste pas les échantillonner, on va échantillonner directement leurs acides nucléiques. L'objectif, c'est de comprendre la dynamique de ces molécules, qui sont un peu particulières, et de les utiliser pour de la description de biodiversité, qui ensuite on utilise pour la description de santé et de fonctionnement des hydrosystèmes.
Alors le contexte, il est un peu ancien maintenant, ça fait déjà des décennies qu'on utilise la biodiversité pour décrire la qualité, la santé ou le fonctionnement des hydrosystèmes. Mais ça montre malheureusement quelques limites. Et ici, nous, on essaye de ne pas utiliser les organismes directement, mais de leur trace ADN dans l'environnement, sous forme d'ADN ou d'ARN, pour faire le même travail. Alors, on a 3 grands objectifs. 1, de mieux comprendre la dynamique de ces molécules, et de mieux les utiliser pour décrire cette biodiversité, et ensuite transformer cette information en termes de santé et de fonctionnement des hydrosystèmes. On travaille par 2 grandes approches. Une qui est du développement méthodologique avec des outils d'échantillonnage, mais aussi des outils de bioinformatique et de modélisation. Et une autre approche qui est du test en conditions de simulation ou de mésocosme ou in naturae. Alors, on est structuré en 4 grands axes. Donc, je vais très rapidement passer sur ces axes et vous présenter les premiers résultats. Le premier, c'est de développer des nouvelles méthodes, en particulier un échantillonneur automatique qui se fait par l'observatoire de Banyuls, qu'ils sont en train d'adapter pour ces usages particuliers et qui donnent des tout premiers bons résultats. Le deuxième volet, c'est d'essayer d'utiliser des approches pour mieux prendre en compte tout le cycle de vie de ces molécules qui sont très particulières. Elles vont être produites, dégradées, transportées, stockées, remobilisées, ce qui fait que leur usage est très compliqué par ce cycle de vie un petit peu compliqué. Et on est en train de développer des approches de modélisation hydrologique pour prendre en compte ce cycle en entier. On a une thèse qui vient juste de démarrer sur ce sujet. Deuxième aspect, qui est plus développement de méthode. Le premier, c'est à quoi ça sert de décrire la biodiversité si on ne connaît même pas cette biodiversité. Et en fait, pour plein de groupes, on a peut-être l'impression que vous avez peut-être l'impression qu'on connaît bien la biodiversité, mais la plupart est complètement inconnue. Décrire de l'ADN de choses inconnues fait que tout le reste de l'analyse devient caduque. Alors, l'idée ici, c'est de développer des approches pour s'affranchir de ces connaissances préalables de biodiversité. Et on a un postdoc, on cherche un postdoc, si vous êtes intéressé, venez me voir pour travailler là-dessus. Deuxième approche plus méthodologique, c'est celle d'utiliser les ADN, mais surtout les ARN environnementaux pour décrire l'état de fonctionnement du système. Ça se fait aujourd'hui assez peu. Et on a une thèse qui démarre, qui était en cours, de Douma, qui vous fera un petit speech demain sur son sujet de thèse. Troisième volet, il est plus près des attentes plus directes des porteurs d'enjeux. C'est plus du transfert. Le premier transfert qu'on veut faire, c'est d'essayer de développer, c'est un peu un test, des bioindicateurs de la qualité des eaux souterraines. Aujourd'hui, les eaux souterraines sont décrites d'un point de vue purement chimique. On aimerait bien développer des bioindicateurs à partir d'ADN et d'ARN environnementaux. Et le deuxième, c'est le suivi, la meilleure intégration, la compréhension des cycles de vie des parasites à partir de ces molécules. Et là aussi, on a une thèse, c'est Chiara qui nous la présentera demain par un petit pitch. Voilà. Bonjour, je vais vous présenter le projet K3 qui concerne l'impact des changements globaux sur la ressource en eau des socio-hydrosystèmes karstiques, vulnérabilité, sensibilité et gestion, et qui a pour objectif de caractériser l'impact des changements climatiques et anthropiques sur ces hydrosystèmes via une approche holistique et qui implique des hydrologues, des géologues, des microbiologistes, des socio-économistes, des géochimistes, et qui s'applique sur 3 sites en particulier, avec les photos que vous avez sur cette première diapo, avec la source de la Loue dans le Jura tout en haut, la fontaine de Vaucluse dans le Vaucluse, et la source du Lez qui alimente la métropole de Montpellier. Ce projet contribue à tous les défis du programme One Water, et je suis la principale coordinatrice. Alors j'ai fait le choix de couper un petit peu les diapos pour mettre des figures et d'abord de commencer donc par le contexte. Pourquoi les hydrosystèmes karstiques ? Eh bien parce qu'ils constituent 40% de l'AEP en France et qu'ils ont aussi une forte interaction entre les eaux de surface et les eaux souterraines. Ainsi, on peut voir sur la figure à gauche qu'une rivière peut devenir une source d'alimentation directement vers l'aquifère et une source, donc une rivière, vers des fleuves ou autres. Cette spécificité des aquifères karstiques font qu'on va avoir des circulations rapides et un transfert de polluants rapide aussi vers une source, ou bien des circulations plus lentes, une recharge diffuse qui va jouer le rôle de réserve.
Du coup, ces hydrosystèmes constituent l'ensemble des compartiments d'une zone critique et sont fortement sensibles au changement climatique et vulnérables à de la pollution. Alors, comment étudier ces aquifères? On a fait un choix de faire une approche intégrative de tous les cycles de l'eau. Vous avez une figure ici qui représente en bleu le cycle de l'eau naturel et en rouge le cycle de l'eau anthropique qui va avoir un impact sur la recharge en termes de qualité et quantité et également sur l'évolution de la ressource en eau. Et cette approche intégrative va nous permettre de comprendre et de quantifier l'impact de ces différentes pressions sur la qualité et la quantité de la ressource, afin de proposer des outils d'aide ou bien une meilleure connaissance nécessaire pour une gestion durable de ces aquifères. Alors, qu'est-ce qu'on propose pour la mise en place de ce projet? Eh bien, on propose 5 axes de travail, avec un premier qui correspond plutôt à l'axe de surface, avec l'impact des process de surface sur l'évolution spatio-temporelle de la recharge sur 2 siècles. Et vous verrez demain un pitch d'un postdoctorant qui travaille là-dessus. Également d'une piste d'une doctorante qui travaille plutôt sur la quantification de cette recharge en prenant les processus physiques qu'il y a à cette surface. C'est ce processus de surface en interaction avec le monde souterrain et le Work Package 2 qui concerne l'hydrogéologie karstique, et vous aurez 2 postdoctorants qui présenteront un petit peu quels sont les processus de karstification qui sont à l'origine de circulation rapide ou de transfert rapide vers la source. Ce Work Package 2 qui est en relation avec un Work Package qualité de la ressource, qualité en observant ce qui rentre dans notre hydrosystème et ce qui sort, donc d'amont en avant. Le tout utilise des outils de modélisation et dont l'analyse des sensibilités aux paramètres est réalisée au sein d'un Work Package 4. Et l'ensemble des Work Packages fournit des informations et des outils d'aide pour une gestion concertée de la ressource en eau, en étant en collaboration avec les avis des principaux gestionnaires impliqués dans les 3 sites d'études. Alors, en termes de résultats attendus, eh bien, je les ai présentés sous forme de questions et on s'attend notamment à essayer d'identifier quels sont les liens et effets à long terme sur 1,5 siècle entre occupation, usage des sols, trajectoire territoriale, recharge en eau, ce qui nous permettrait d'améliorer les incertitudes dans des scénarios prospectifs en lien avec les défis 1, 4 et 5. Quelles seraient les évolutions quantitatives et qualitatives de la recharge, mais également de la ressource en eau? Également, quels sont les facteurs et processus conditionnant la recharge et les écoulements souterrains, notamment pour faciliter cette recharge ou bien pour la protéger? Quel indicateur qualité pourrait être pertinent pour la mise en place d'un système d'alerte précoce qu'on pourrait mettre notamment sur le site du LES? Quel modèle on pourrait développer pour simuler l'évolution temporelle de la ressource en eau et leurs incertitudes associées? Et ça dépend, je dis quel modèle au pluriel parce que ça va dépendre des sites, des problématiques et ce qu'on veut représenter. Et également, en termes de démarches plus relationnelles avec nos partenaires gestionnaires, c'est comment accompagner les parties prenantes pour une soutenabilité des ressources en eau karstique et quels outils et instruments économiques pour une gestion durable de la ressource en eau karstique. Je vous remercie. Merci. Nous, on vient à 2, du coup. On rejoint la communauté One Water lundi 1er septembre, on démarre le projet. Donc moi, je suis Danielle Valdès de Sorbonne Université et je suis avec Corinne Nogal-Lassalle de l'Université de Nîmes. Donc la grande question, c'est comment améliorer notre capacité à augmenter la recharge des nappes à l'aide des solutions fondées sur la nature. Et puis, on essaye d'avoir une approche la plus holistique possible, les opportunités, les limites des solutions pour favoriser la recharge des eaux souterraines en essayant d'aborder les aspects quantité, qualité, économie, écosystème, perception, vers une approche transdisciplinaire de co-construction. Ça contribue au défi 4 de manière évidente, solutions pour l'adaptabilité et la résilience des socio-hydrosystèmes, et plus largement à l'ensemble des défis.
Le contexte, bon, la pression sur les ressources en eau, on la connaît tous. Hein. C'est la question des solutions d'adaptation pour la recharge des nappes qui pose tout un tas de questions. En fait, quel dispositif, quelle solution fondée sur la nature utiliser, quelle eau infiltrer? Est-ce qu'on favorise les eaux naturelles ou est-ce qu'on infile des eaux non conventionnelles, des eaux usées traitées, des eaux de ruissellement urbain, agricole? La question des coûts-bénéfices de manière large, que ce soit économique ou environnementale, et une question très importante de perception et d'acceptabilité de ces solutions. Les objectifs, c'est d'évaluer la capacité donc des solutions fondées sur la nature à réellement augmenter la recharge, donc l'aspect quantité. Un deuxième objectif, c'est l'aspect qualité. Quelle est la capacité des milieux à éliminer les contaminants, qui soient chimiques ou microbiaux, dont on va favoriser l'infiltration. Identifier les verrous et les moteurs sociétaux. Et enfin, tenter de définir des indicateurs appropriés pour la surveillance de ces systèmes. Pour ça, on a des observations avec 4 sites donc sur le terrain, avec infiltration d'eau usée traitée, d'eau de ruissellement urbain et d'eau agricole, qu'on va coupler à des manips en colonne au labo en conditions contrôlées. On a des aspects modélisation à l'échelle des solutions d'infiltration, mais aussi à l'échelle des bassins versants, sur des aspects hydro, quantité et qualité, mais aussi économiques. Et enfin, la co-construction avec les parties prenantes de solutions de recharge appliquées à un territoire, la plaine de la Vistrinque, au sud de Nîmes. Dans son contexte, les attendus, vous avez compris, là on va commencer là en septembre, donc on n'a pas encore de résultats. Les attendus sont tout d'abord d'évaluer d'un point de vue très technique l'efficacité des solutions fondées sur la nature pour augmenter la recharge des meilleurs réservoirs que l'on a, donc les eaux souterraines, à l'échelle des bassins versants. Donc on va s'intéresser d'un point de vue technique à des solutions analytiques qui nous permettent d'évaluer la capacité de ces dispositifs d'améliorer la recharge. Et on va aussi s'intéresser, bien évidemment, du côté qualitatif sur le devenir des contaminants des différents types d'eau considérés, et notamment le rôle de la communauté microbienne sur le devenir des contaminants, et vice-versa, le rôle des contaminants sur cette communauté microbienne. De point de vue sociétal, on va aussi s'intéresser à la façon dont on peut implémenter ces solutions d'un point de vue sociétal, donc par rapport à la gouvernance, par rapport aux acteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est acceptable de faire? Qu'est-ce qu'on ne veut pas faire? Qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire? Enfin, voilà, une question qui n'est plus la technique, mais qui est de l'ordre de la société. Après, avec toutes ces recherches, on a l'intention de développer des méthodologies d'évaluation des solutions fondées sur la nature pour la recharge et des outils d'optimisation, ainsi que des méthodologies de co-construction des stratégies de recharge. Et tous ces résultats-là, on a l'intention de les transmettre vers la communauté, vers les acteurs, au travers notamment d'écoles d'été, et basé, si possible, sur des jeux de rôle, sur la co-construction pour améliorer la recharge. Merci. Alors du coup, moi je vais vous faire la présentation du deuxième lauréat de l'appel Wolf Free Lab. Le premier était recharge. Il est porté par Florentina Moitard et Gaëlle Grenouillet. Florentina devait faire la présentation et pour des raisons personnelles, elle ne peut pas être avec nous, elle s'en excuse. Donc je vais faire cette présentation. Thermifrance, l'objet est de travailler sur les cours d'eau, leur température, leur débit, et traduire ça d'un point de vue biologique sur les refuges pour les organismes, notamment les poissons, et prendre en compte des mesures d'adaptation dans un scénario prospectif. L'objectif scientifique est donc de déterminer les impacts du changement climatique sur la température des cours d'eau, avec une production de données et d'outils pour une meilleure adaptation écologique et socio-économique. Ça contribue aux défis 1, 2, 4 et 6. Je ne les rappelle pas, je pense que vous les avez bien en tête.
Je reprécise aussi, il y a 2 coordinateurs pareil pour recharge, parce que dans ces types d'appels, c'est un appel un peu original, qu'on s'est inspiré des doctoral networks. Il y a une grosse partie formation pour des grades de doctorants, et donc on avait demandé à ce qu'il y ait des responsables de la formation pour mettre en valeur ces jeunes et former les chercheurs et les chercheuses de demain. C'est pareil, le démarrage n'est pas encore là. Le démarrage du projet aura lieu le 4 et 5 septembre avec un kick-off à Lyon. Le contexte, c'est on l'a bien vu, il y a un réchauffement des cours d'eau, une modification des régimes hydrologiques, donc il n'y a pas que des histoires de quantité, et ce qui est compliqué, c'est que qualité et quantité interagissent. Il y a des conséquences qui sont déjà visibles sur des activités socio-économiques. Il y a des tranches de réacteurs qui ont été arrêtées encore cette année, par exemple. Et évidemment, sur les écosystèmes, il y a des communautés piscicoles qui sont extrêmement sensibles aux températures. On pourrait parler de la truite pour Monsieur le Président Rousset. Mais on manque malheureusement, ça paraît simple, hein, c'est un paramètre assez simple, la température, mais en fait on n'a pas d'idée des températures des cours d'eau au niveau national, on n'a pas la capacité prédictive aujourd'hui, ni les solutions pour pouvoir améliorer la résilience face au changement climatique. Donc les objectifs de ce projet Thermi-France sont de quantifier l'hétérogénéité thermique et la distribution des espèces piscicoles sous changement climatique dans le réseau Hydro-Afrique français, caractériser la thermorégulation des poissons en fonction des zones d'anomalie, froides ou chaudes, qui peuvent parfois constituer des refuges, étudier des scénarios pour améliorer la résilience thermique, que ce soit à travers des plantations de végétation riparienne, remettre en place des échanges nappe-rivière. Implémentation de modèles thermiques hydrogéologiques, des modèles dynamiques de communauté, suivi des habitats thermiques contrastés, imagerie infrarouge thermique, expérimentation physiologique, on voit que c'est très interdisciplinaire également, et des analyses spatiales des scénarios avec des interactions avec les acteurs, notamment avec EDF. Les résultats et les attendus, donc ce sera de produire les premiers modèles et prédictions thermiques couplés à des modèles hydrologiques à l'échelle nationale, tant dans le passé que dans le futur, une analyse des taux d'extinction et des taux de colonisation des espèces piscicoles à l'échelle nationale sous changement climatique, parce qu'avec le changement climatique, il y a des perdants, mais aussi des gagnants. Des contrôles hydrogéologiques des anomalies thermiques et des influences sur les habitats écologiques, une évaluation des contraintes évolutives sur l'utilisation des refuges thermiques par des poissons et leurs conséquences, une efficacité des solutions pour l'atténuation de la température des cours d'eau, connexion avec les eaux souterraines, l'arrêt piscive, la gestion des grands barrages, la suppression des petites retenues et la production de guides techniques pour la priorisation de la restauration des refuges thermiques. Je pense que c'est à peu près le cadre des différents projets de thèse qui vont venir ce projet. Je te laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Merci pour cette session d'information et d'échange. C'était la dernière présentation. Avant de vous autoriser à quitter la salle, si je puis dire, et de gagner la pause pour une pause rafraîchissante, il y a des informations techniques données sur le déroulé et l'organisation du colloque. Alors c'est juste un petit rappel pour ceux qui l'ont entendu tout à l'heure ou bien pour ceux qui sont arrivés après. Il y a la possibilité de s'inscrire aux ateliers en allant à l'accueil. Pour ceux qui sont arrivés avec des posters et qui n'ont pas pu les poser, c'est le moment pour pouvoir aller les mettre. Et également, je vous invite aussi à aller voir le stand du réseau de l'eau R3 Naiade, où Sylvain pourra vous parler un petit peu de ce réseau. Merci. Donc, bonne pause. Rendez-vous dans la salle pour 17h pour écouter la conférence de Nancy Grimm. Voilà, à tout de suite.